Et salut à tous et à toutes et bienvenue sur cette vidéo. Je propose un joueur à suivre pour chaque club de Jupiler Pro League. Bon, soyons clairs, mon but n'est pas ici de désigner le meilleur joueur de chaque club, mais plutôt de mettre en lumière un joueur par équipe qui pourrait être intéressant à observer tout particulièrement. Je commencerai par parler des relégués, puis de chaque club en fonction de leur position de l'année passée. Bref, maintenant, commençons sans plus tarder. On commence donc par parler de la RAL et celui que j'aimerais mettre en lumière dans cette équipe est Marco Paeno. Le gardien argentin de 26 ans a été récupéré libre la saison dernière de l'Instituto et on peut dire que les Louviérois ont fait une bonne affaire sur ce coup-là. Malgré sa taille plutôt modeste d'1m84 ou 7 selon les différents sites, Paeno est un gardien qui n'a pas peur de s'éloigner de sa ligne pour intercepter les ballons. Il a déjà été décisif pour la RAL plusieurs fois depuis le début de saison. On peut par exemple citer son gros match contre l'Union Saint-Gilloise où toute l'équipe avait réussi à se surpasser pour garder le 0 face à un adversaire de choix. En tout cas, une chose est sûre, Paeno aura des opportunités de se montrer dans une équipe qui découvre la Jupiler Pro League. Maintenant à lui de nous montrer qu'il est capable d'être un des meilleurs portiers de Belgique. Anecdote sympa aussi le concernant, ce serait Silvio Proto qui aurait scouté Paeno l'année dernière, et donc convaincu de son niveau, et bien sûr avec l'aval également des dirigeants et du coach louviérois, le portier argentin serait donc venu en Challenger Pro League. Passons maintenant au champion de Challenger Pro League avec Zulte Waregem. Alors au départ je voulais parler de Joseph Opoku, leur jeune ailier ghanéen, mais finalement le match contre Anderlecht m'a fait changer d'avis. Non pas qu'il était mauvais dans ce match du tout, il a même été plutôt bon, mais j'ai simplement voulu mettre en lumière un gars moins connu. On le sait, dans le foot les attaquants sont très souvent mis en avant. Donc cette fois-ci je suis parti sur Toshuku Nadi, le milieu défensif nigérian de 22 ans a brillé par sa combativité et son volume de jeu. Mais le jeu de Nadi ne peut être résumé à cela, il est aussi capable de trouver des solutions dans l'entrejeu. Il me fait un petit peu penser, toute proportion gardée, à Raphaël Onyedika. Je pense qu'il pourrait être la pièce maîtresse de Sven van der Ronk au milieu de terrain cette saison. Pour le cercle de Bruges, j'ai directement pensé à Edan Diop. C'est d'ailleurs un des joueurs qui m'a donné envie de faire ce concept. Le milieu de terrain à vocation plus offensive que Toshuku, du coup, a directement su montrer ses qualités chez les Groen en Zwart. Il n'est clairement pas étranger au bon début de saison du cercle et comptabilise déjà un but et une passe décisive en championnat. Dans la lignée de Félix Le Marchal et Paris Brunner, c'est un joueur prêté par l'AS Monaco. Le cercle ne pourra donc pas construire durablement avec lui, mais Diop est capable d'apporter une plus-value immédiate aux Brugeois. Considéré comme un crack sur le rocher, Diop a malheureusement vu sa carrière freinée par les blessures, raison pour laquelle sa cote est passée de 2 millions à 600 000 sur le site de référence Transfermarkt et qu'il n'a plus été sélectionné avec les U20 français. Ce prêt sera donc l'occasion pour lui de remettre sa carrière sur les bons rails. A Saint-Tron, j'ai décidé de sélectionner un joueur un peu plus vieux en la personne de Ryotaro Ito. J'aurais pu prendre Keisuke Goto qui est actuellement prêté par Anderlecht, mais je ne pense pas qu'il sera titulaire avant plusieurs semaines. Et à mon avis, l'impact d'Ito sera et est déjà plus grand d'ailleurs sur l'équipe Trudener. Depuis le départ d'Adriano Bertaccini, Saint-Tron a besoin de leader et je pense qu'à 27 ans, Ito est prêt à relever ce défi. Il le prouve déjà depuis plusieurs semaines avec 3 buts et une passe décisive déjà en 450 minutes. Ito est un milieu de terrain à vocation offensive très élégant à avoir joué, et ce depuis la saison dernière. Seulement, comme expliqué plus tôt, plusieurs cadres offensifs Trudener ont été vendus et l'équipe a désormais besoin de nouveaux leaders qui statent. Et avec ses maigres 2 buts et 3 passes décisives en championnat l'année dernière, Ryotaro sera contraint de progresser avec cette belle équipe de Saint-Tron montée par un Wouter Franken revanchard. Casper Terho est le joueur que je suivrai avec attention cette saison à l'OH Leuven. L'aile droit gaucher avait été acheté par l'Union Saint-Gilloise à l'hiver 2023 au HJK Helsinki. Même s'il avait dans un premier temps réussi à se montrer au poste de piston droit avec les unionistes, son temps de jeu a peu à peu régressé jusqu'à ce qu'il soit prêté à Paderborn en janvier dernier. Après son passage de 6 mois en Allemagne, c'est l'OHL qui décidera de l'acheter pour seulement 400 000 €. Une bonne pioche quand on sait qu'il est plutôt valorisé à 1,8 million. Titulaire cette fois-ci au poste de milieu offensif sous David Hubert et plus expérimenté en Belgique, Terho aura enfin l'occasion de prouver pourquoi est-ce que l'Union Saint-Gilloise était partie le chercher en Finlande. Concernant le Standard de Liège, j'aimerais parler de Timothée Nkada. L'avancante français de 26 ans a été acheté à Rodez pour 1,8 million après une saison à 17 buts et 5 passes décisives en Ligue 2. Une recrue prometteuse donc qui pourrait potentiellement former avec Thomas Henry l'attaque à 2 typique composée du grand costaud et de l'attaquant de profondeur. Après ça dépend surtout du nouveau coach et du système de jeu adopté, Mircea Rednic ayant été limogé. Il y a eu beaucoup de recrues intéressantes cette saison au Standard et additionné aux jeunes du centre de formation, ça donne un joli petit monde. N'hésitez pas à me dire vous aussi en commentaire qui vous avez à l'œil du côté de ce Clessin. À Dender, j'ai jeté mon dévolu sur le jeune Luc de Forgerolles. Le défenseur central canadien m'a beaucoup impressionné balle au pied et dans les duels contre Saint-Tron. Bon, il a été exclu à la 49e minute de jeu suite à un carton rouge un peu bête. Je pense que cela a été dû à un manque d'expérience de sa part car il a agi que de 19 ans et sa seule expérience en pro se résume à un match de Carabao Cup avec Fulham. Malgré cela, de Forgerolles a étonnamment déjà été appelé plusieurs fois avec l'équipe nationale canadienne, gage encore une fois de son énorme potentiel. Malheureusement pour Dender, le joueur n'est que prêté, mais retenez bien son nom car en fonction de l'évolution de sa carrière, il pourrait s'épanouir en première ligue d'ici quelques années.
Pour Malines, j'aurais pu parler de Gora Diouf, leur nouveau central gaucher sénégalais de 21 ans. Il est déjà valorisé à 4 millions d'euros, donc c'est plutôt surprenant de le voir en Malines. D'habitude, c'est plutôt Genk ou Anderlecht qui récupèrent ce type de prospect. En plus de cela, ils l'ont obtenu gratos, donc il a signé librement depuis le FC Sion. Malheureusement, je ne l'ai pas énormément vu jouer car il a eu quelques soucis avec son visa, je crois. J'aurais aussi pu parler du très jeune Monsef Zekri, qui joue déjà en Jupiler Pro League à peine 16 ans. Mais j'ai décidé de parler de Kino van Raffelgem, l'ancien attaquant du Patro Esden recruté en janvier dernier par Malines pour 1 million d'euros. L'attaquant mobile belge de 1m72 a dans un premier temps été formé au club Next, mais sans opportunité d'intégrer l'équipe première, il rebondira au Sporting Hasselt en national. Là-bas, il plantera 19 buts en 32 matchs, qui est pas mal, et qui suffira donc à convaincre le Patro Esden de le signer. Après à peine 6 mois de folie, il inscrit 8 buts et 6 passes décisives en 1200 minutes, c'est donc Malines qui le récupère. Malheureusement, en mai dernier, il se blesse et n'est pour le moment pas encore fit. Mais à 22 ans, Kino a encore tout le temps de nous prouver que la direction brugeoise n'aurait peut-être pas dû le lâcher si facilement. Nacho Ferry sera mon joueur à suivre du côté de Westerlo. Les Campinois sont plutôt ambitieux sur le marché des transferts et ça paye. Ces dernières saisons, ils ont réussi à vendre Lucas Tassin à Saint-Etienne pour 10 millions, Matija Frigan à Parme pour 9 millions ou encore Lil Foster à Burnley pour 11 millions. Les nouveaux proprios turcs n'ont pas peur de mettre la main à la poche, que ce soit sur le marché des transferts ou dans les infrastructures, car les hommes d'Issam Sharaï s'entraînent désormais dans un centre d'entraînement ultra moderne. Stassin et Lapage auraient même affirmé que les infrastructures campinoises étaient meilleures que celles à Anderlecht. Tout ça pour dire que des efforts sont réalisés par les dirigeants de Westerlo, et même si pour le moment ça a du mal à se retranscrire dans le classement, c'est un club plutôt hypant à suivre. Pour revenir à notre joueur, Ferry est un buteur espagnol acheté à Francfort contre 2 millions d'euros. Il connaissait déjà notre championnat car avant ça il était prêté à Courtrai, et c'est d'ailleurs là-bas qu'il m'avait tapé dans l'œil. En 2400 minutes, il avait inscrit 8 buts et délivré 2 passes décisives. C'est le genre de buteur moderne, grand, mais doté également d'une bonne vitesse. J'ai bien envie de voir ce qu'il pourrait apporter dans une équipe plus joueuse que le qu'avait Courtrai. On arrive vers le milieu de la vidéo, donc si vous êtes toujours présent, c'est que normalement le contenu ne vous déplaît pas. Dans ce cas, ça me ferait extrêmement plaisir si vous pouviez vous abonner à la chaîne, ça récompense beaucoup les heures de travail et de montage. Bref, continuons. À Charleroi, j'avais déjà parlé de Jacob Napoléon Ramsas dans un précédent short. Je vais donc changer mon fusil d'épaule avec Aurélien Schedler. Rick Demil souhaitait recevoir un second attaquant et l'avait fait savoir à sa direction en faisant monter Keita, son défenseur central, en deuxième attaquant. Lorsque la question du pourquoi lui fut posée en conférence de presse, il rétorqua que c'est parce qu'il n'avait personne d'autre à faire monter. L'arrivée de l'attaquant français a donc dû lui faire extrêmement plaisir. Seulement quelques jours plus tard, on a appris le départ de Nicolas Toulis pour Lecce contre 5 millions d'euros. Bon, à défaut de faire plaisir à 2000, moi ça me hype un peu. Je n'ai pas regardé 40 matchs de Dender pour être honnête depuis leur montée en Jupiler Pro League. Mais à chaque fois que j'ai vu Aurélien jouer, il m'a semblé être un très bon attaquant, intelligent, bon dans les airs, capable de jouer avec ses coéquipiers et expérimenté. Il peut pour moi devenir un cadre à Charleroi et planter sa dizaine de buts en Jupiler Pro League. Du côté de la Gantoise, je pense qu'Abdel Kahar Kadri pourrait prendre une nouvelle dimension. J'étais sceptique vis-à-vis de plusieurs de leurs recrues, mais globalement j'ai été agréablement surpris. Essaobi, Kanga et surtout Kadri ont réalisé de très bons matchs contre le club de Bruges. J'aurais aussi pu parler de Mohamed Hayat Fawi et leur jeune pépite de 17 ans qui s'était montré en pré-saison, mais je pense pas qu'il aura beaucoup de minutes cette saison, c'est pourquoi je me suis tourné vers le milieu offensif algérien. Cela fait déjà quelques années qu'il éclabousse notre compétition de son talent, il était disponible pour moins d'1 million cet été et je n'ai pas compris pourquoi il n'y avait pas plus d'intérêt pour lui. En tout cas à 25 ans, l'international algérien est prêt à prouver qu'il est l'un des meilleurs créatifs de notre championnat. L'Antwerp serait sur le point de se faire prêter Isaac Babadi au moment où je prépare cette vidéo. J'aurais bien voulu parler du milieu offensif hollandais, mais étant donné que ce n'est pas encore officiel, je me focaliserai sur un autre joueur, Marwan Al-Saafi. L'ailier polyvalent saoudien, lui par contre, a déjà été officialisé en prêt depuis Al-Ittihad. Il avait déjà été prêté en Belgique dans l'autre club anversois du Beerschot et avait réussi à impressionner face aux gros. On se souvient notamment de son doublé contre Anderlecht et Bruges. Avec lui en contre, on sait que ça peut aller très vite. Avec le départ de Michel-Ange Balikwisha au Celtic, l'Antwerp aura besoin d'un joueur capable d'apporter de la percussion sur le côté. Et avec Marwan, les supporters du Greutholt risquent d'être servis. Le RSA a recruté plusieurs joueurs qui m'ont l'air ma foi très intéressants. Je pense à Henrik Lansana, Nathan Saliba ou encore Ilay Kamara qui s'est malheureusement blessé alors qu'il avait fait de très bons débuts. En plus, on ne peut pas dire que les remplaçants au poste de back droit soient de très haut niveau. Il y a aussi quelques jeunes de Nerpet qui commencent à s'installer en équipe première, mais j'en ai déjà parlé dans un short, je ne reviendrai donc pas là-dessus. J'aurais pu aborder le sujet de la métamorphose de Nilsson Anglo qui est passé de presque indésirable à leader offensif sous Asie en ce début de saison, mais je préfère cette fois-ci aller sur un élément défensif. Je parle bien évidemment du meilleur joueur anderlechtois depuis la reprise du championnat, en la personne de Lucas Hey.
Non, évidemment, c'est une blague, hein. Je parle ici de Marco Cana. Non pas qu'il soit le meilleur mauve, mais je trouve qu'il gère plutôt bien en défense centrale. Cana, c'est un nom connu en Belgique depuis quelques saisons maintenant. Considéré d'abord comme un crack, beaucoup s'étaient hypés sur lui. Cependant, son corps en a décidé autrement. Les blessures l'ont beaucoup gêné et sa cote avait pas mal baissé. Il a même été prêté à Courtrai il y a un an de cela. Avant ce prêt, j'avais plus l'habitude de voir Cana évoluer en tant que 6. Seulement depuis lors, il a principalement joué défenseur central. Une évolution que je trouve plutôt réussie, que je trouve plutôt réussie. Si Özcan, le central gaucher turc recruté par Anderlecht, s'avère être à la hauteur de sa réputation, je pense que Cana pourrait former une belle paire à ses côtés en tant que défenseur relanceur. Hyun Gu-oh à Stuttgart pour 28 millions d'euros. C'est le transfert complètement fou qui était sur le point de se produire cet été. Le buteur coréen a raté sa visite médicale et je pense que les supporters allemands devraient se réjouir de cette nouvelle. Non parce qu'autant j'apprécie Oh mais 28 millions d'euros pour lui aujourd'hui c'est complètement surpayé. Il a certes été extrêmement intéressant en tant que super sub d'Aroko Dare la saison passée, mais depuis qu'il est titulaire on voit bien qu'il a un peu plus de mal dans le jeu. On sait que dans le foot il y a certains joueurs qui sont toujours bons en sortie de banc, mais dès qu'ils sont titulaires c'est moins bien. Oh devra essayer de franchir cette étape et surmonter la déception de son transfert avorté en Bundesliga. J'ai dit plutôt que le Coréen ne valait pas 28 millions aujourd'hui et cette nuance est importante. Il a des qualités athlétiques et de finition évidentes et sur les datas aussi il ressort bien. Ça ne m'étonnerait pas qu'il finisse la saison à plus de 20 buts toutes compétitions confondues. Au club de Bruges, j'aimerais parler de Carlos Forbes. L'ailier portugais de 21 ans, recruté pour plus ou moins 7 millions d'euros, avait la réputation d'être un énorme crack lorsqu'il évoluait du côté des jeunes de Manchester City. Ses statistiques étaient impressionnantes avec 29 buts et 18 passes décisives en 2600 minutes. L'Ajax décide donc de poser 14 millions d'euros sur lui. Seulement voilà, il n'arrive pas à reproduire ce qu'il avait montré à Manchester. Il est prêté au Wolves en première ligue, mais ça ne fonctionne toujours pas. Donc au moment où le club de Bruges vient le chercher, les supporters ajacides pensent que la direction brugeoise a pété un plomb. Beaucoup traitaient Forbes de cheval avec des ER, de tout droit ou encore de poulet sans tête. Et c'est sur le terrain que la pépite portugaise va leur répondre. Contre Salzbourg en qualif de Ligue des Champions, il fait un match sensationnel et marque le but de la qualification à la 83e minute après une course de 70 mètres. Ce qui m'a le plus frappé avec ce joueur, c'est qu'il fait plutôt souvent les bons choix dans le jeu. Il ne correspond pour le moment pas vraiment à la description que les fans de l'Ajax avaient faite de lui. Avec sa vitesse et ses appels en profondeur, je pense qu'il peut beaucoup apporter au club cette année, notamment en Ligue des Champions face à des adversaires plus costauds que les Blauenhort. Il sera important de bien exploiter les contres. J'ai donc hâte de le voir contre Arsenal ou l'Atalanta. Pour finir l'Union Saint-Gilloise, dans leur cas, j'aimerais mettre en lumière 4 joueurs qui auront la lourde tâche de faire oublier Sadiki et Vanout, partis respectivement à Sunderland et à l'OGC Nice. Les deux étaient vraiment complémentaires et avaient pour moi le niveau pour concourir en Ligue des Champions. On voit bien que Sadiki s'éclate en PL en étant titulaire sur les 3 premiers matchs de l'équipe promue. Charles de son côté a depuis été appelé avec les Diables, preuve que son niveau est reconnu par notre sélectionneur national. La direction a donc recruté cet été 2 valeurs sûres de notre championnat, avec Adem Zorgan dont j'ai déjà parlé précédemment et Rob Skov. En plus des deux recrues, le jeune Camille Van de Peer avait impressionné en fin de saison dernière et Rasmussen est toujours dans l'effectif. Pour moi, l'USG a déjà dans son effectif les profils nécessaires pour remplacer Vanout, mais n'a pas vraiment de box-to-box du niveau de Sadiki. En tout cas, Pocognoli devra se creuser les méninges maintenant pour essayer de trouver la paire gagnante au milieu. Et voilà qui conclut cette vidéo. J'ai essayé de mettre en lumière les joueurs qui m'ont tapé dans l'œil depuis le début de saison ou même avant ça. N'hésitez pas à me dire si vous avez un joueur à suivre absolument. Abonnez-vous si le contenu vous plaît, ça récompense énormément le travail d'écriture et de montage, souvent fastidieux. Et moi je vous dis à la prochaine.